Merci pour votre présence. L'NCBS est une école d'ingénieurs agréée par la CTI. C'est une école d'ingénieurs publics rattachée à l'Université Bretagne Sud. Comme vous voyez, l'EURAS, c'est rien que l'accréditation européenne pour certains types d'ingénieurs. Et puis, vous voyez à côté GP Polytech parce qu'on est aussi associé au groupe Polytech. Bien. L'NCBS est une école mais qui est située sur deux campus, mais les deux campus appartiennent à l'Université de Bretagne Sud. Un qui se trouve à Lorient, qui englobe trois spécialités et deux parcours en préparation. Les préparations à l'entrée à l'école, on en parlera vers la fin, c'est des PUI, c'est des préparations d'école d'ingénieurs. C'est des personnes qui, juste après le bac, passent un concours pour intégrer cette préparation intégrée à l'école. Il y a deux types de concours, on les détaillera vers la fin. Et puis, sur Lorient, il y a trois spécialités, génie civil, le génie industriel et mécatronique. Nous, on va parler principalement sur une des deux spécialités qui se trouve sur le campus de Vannes, qui lui, il est orienté complètement cybersécurité. Dans lequel il y a aussi une préparation qui est intégrée à un UT qui se trouve sur Vannes, et deux spécialités, une qui s'appelle cyberdéfense et l'autre cybersécurité dont on va parler aujourd'hui. Bien. Dans cette spécialité, il va y avoir deux parcours. Un qui est un parcours dédié à ceux qui veulent rester dans le statut étudiant et l'autre à ceux qui vont être dans le statut apprenti. Alors, pour le premier parcours qui, lui, est dédié au statut étudiant, oui, tu remets en première page la présentation, s'il te plaît. Pour accepter les gens, je suis obligé de revenir en arrière. D'accord, je vais accepter moi-même. D'accord. Voilà. Donc, les deux parcours, c'est cybersécurité du logiciel et l'autre cybersécurité et sciences de données. Donc, c'est une spécialité avec deux parcours. Bien. Next slide. Voilà. Avant de parler des deux spécialités, j'aimerais revenir sur ce que c'est la cybersécurité. Et surtout pour pouvoir arriver à la vision cybersécurité, vision, je dirais, plus informaticienne. La vision que traditionnellement ont les gens, dès qu'on leur parle de cybersécurité, ils disent qu'il doit y avoir un système d'information quelque part. Et autour de ce système d'information, il y a une frontière, qui est en général le réseau. Et à travers ce réseau, on va mettre des outils pour pouvoir contrôler. On va mettre par exemple un premier outil qui s'appelle l'IPS, c'est Intrusion Prevention System, qui permet d'essayer de prévenir sur des possibilités d'intrusion. Un deuxième outil qui s'appelle l'IDS pour l'Intrusion Detection System, c'est qui permet de détecter qu'il y a réellement une intrusion dans notre système. Un outil un peu plus intelligent qui s'appelle SIEM, qui lui, il analyse beaucoup plus d'événements pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas eu un comportement déviant, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de faire des choses qui n'étaient pas prévues initialement. Et donc, on dirait peut-être c'est quelqu'un qui essaie d'attaquer. Après, des outils un peu plus classiques comme le firewall qui gère tous les accès réseau. Et puis, le WAF, c'est un outil exactement comme le firewall, mais qui est spécifique pour la communication entre systèmes à travers l'Internet. Mais en réalité, tout ça, ça constitue la sécurité au niveau réseau. C'est-à-dire ça va sécuriser à travers les accès et donc principalement la partie réseau du système d'information. Mais ça ne va pas sécuriser le système en lui-même. C'est-à-dire que si jamais tout ce qui est les accès sécurisés, mais qu'on fasse des comportements qui permettent de nuire au système, eh ben, on va pouvoir y arriver. Ça veut dire que le système, il laisse ce qu'on appelle des vulnérabilités dans son propre fonctionnement. Ça, cette sécurité, on est plus à la réaction, dans le sens où on détecte une attaque, où il y a une tentative d'attaque,
et on essaie de réagir pour bloquer les attaques. Et ce n'est pas prévenir. La vision prévention, c'est de dire, comprendre quelles sont les vulnérabilités liées à nos logiciels, à notre système d'information de manière générale, pour pouvoir proposer des bonnes pratiques lors de son développement pour qu'il n'y ait pas de vulnérabilité. En somme, essayer de construire des systèmes capables de fonctionner dans des environnements dits hostiles, et Dieu sait qu'il n'y a plus d'environnement non hostile, pour pouvoir fonctionner normalement, malgré qu'il y a des tentatives d'attaque, etc. Exemple, je donne souvent cet exemple, si vous prenez un avion, dans les avions récents, comme les Airbus, les derniers Airbus, 80% des atterrissages se font complètement automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui gère l'atterrissage. Vous vous rendez compte, si quelqu'un s'amuse à attaquer le système lors de l'atterrissage, pensez qu'il peut y avoir quelqu'un qui va être là à défendre pour dire que je vais défendre le système parce qu'il y a un attaquant qui est en train d'essayer d'attaquer. Le temps de répondre, je dirais, les 300 pommes derrière, ils deviennent du cidre, hein, parce que c'est le boisson local. Donc, il faudrait tout simplement que le système ne puisse pas être attaqué. Donc, être capable de construire des systèmes où la vulnérabilité n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le secure by design, ou en français, c'est la sécurité par conception. Ça, c'est cette vision que nous prenons, que nous, on vise à travers nos formations. De dire, voilà, on forme des gens capables de construire des systèmes qui fonctionnent sans vulnérabilité et qui peuvent être mis dans des environnements dits hostiles. Ainsi, ces ingénieurs, ils vont être capables de construire ce type de système, hein, donc des systèmes sécurisés, mais ça va au-delà. Ils sont capables, comme ils maîtrisent parfaitement les aspects sécurité, mais au niveau profond, hein, puisqu'ils s'attaquent carrément à la notion de vulnérabilité des systèmes, ce sont aussi des ingénieurs qui vont être capables de construire des outils ou des systèmes pour les besoins de la cybersécurité. C'est-à-dire les gens qui sont là pour défendre, etc., il leur faut des outils qui vont analyser, détecter, etc. Et ça, c'est des personnes qui sont capables de maîtriser parfaitement les aspects de sécurité, qui sont capables de construire ce genre d'outils. Et ça, c'est aussi des ingénieurs en cybersécurité logicielle qui vont être capables de construire ce type de logiciel. Alors, les métiers. En sortie d'école, bien sûr, sont des ingénieurs d'études et développement, hein, parce qu'ils construisent quand même des logiciels. Et peut-être des intégrateurs de systèmes, hein, c'est-à-dire construire des systèmes en exploitant des systèmes déjà existants, mais sécurisés, hein, exploiter la notion de ce qu'on appelle l'émergence à travers des systèmes qu'on compose et pouvoir sécuriser tout ça. Ingénieur qualité, sécurité et méthode informatique, hein, donc, être des consultants en cybersécurité ou carrément ce qu'on appelle architecte système. Pourquoi on parle d'architecture? Parce que les systèmes sont de plus en plus complexes, qu'on on fait l'équivalence au bâtiment. Un bâtiment avec tous les systèmes modernes, hein, avec tous les systèmes qu'il a, il faut réfléchir à l'architecture du bâtiment. En réalité, on va beaucoup plus loin que ça puisqu'on parle d'urbanisation, c'est-à-dire on fait de la similitude à une ville avec plusieurs bâtiments, chacun étant complexe. Donc vous voyez la complexité des choses, d'où la complexité de la tâche d'un ingénieur qui, en plus, doit assurer la sécurité d'un tel système. À terme, c'est-à-dire après 5 ans d'expérience minimum, l'ingénieur sortant de chez nous, il peut devenir ce qu'on appelle chef de projet, un système, il peut être directeur du système d'information et surtout responsable de la sécurité des systèmes d'information, etc. Voilà. Les périmètres, on liste un certain nombre, mais en réalité, est-ce que vous connaissez un environnement ou un endroit où le logiciel n'existe pas? Là, actuellement, dans vos poches, dans vos mains, vous avez tous déjà au moins un téléphone qui est bourré de logiciels, etc., et qui est une source potentielle d'attaque incroyable. Et même vos petites, ce qu'on appelle les IoT, des petits systèmes qui sont connectés à droite, à gauche, tout ça, c'est des systèmes gérés par des logiciels et qui ont besoin d'être sécurisés, sans aller au-delà, vers ce qu'on appelle des OIV, des organismes d'importance vitale, parce que la France, comme tout pays,
il a besoin de certain nombre d'industries pour pouvoir fonctionner, pour exister en tant qu'État. Hein, je donne l'exemple classique, l'électricité, vous imaginez? S'il n'y a plus d'électricité, ben, on va repasser à l'âge de pierre, tout simplement. Donc, ça, quelque chose comme l'EDF, c'est un organisme d'importance vitale qu'il faut sécuriser, qu'il faut être capable de le mettre en situation où il fonctionne tout le temps sans risque. Voilà. Ainsi, si vous devez retenir quelque chose pour l'ingénieur en cybersécurité logicielle, c'est un ingénieur, certes en informatique, mais avec de fortes compétences en cybersécurité, ce qui lui permet de construire des outils pour la cybersécurité ou de construire des systèmes sécurisés capables de fonctionner dans des environnements à risque. Voilà. Je passe la main à mon collègue Loïc Loher qui va vous parler du parcours qui est en apprentissage cybersécurité et sciences de données. Donc, vous l'avez compris, au sein de la spécialité cybersécurité, deux parcours. Le parcours qu'on vient de voir, cybersécurité du logiciel, qui est un parcours pour étudiants. Et parce que l'informatique et le logiciel sont des domaines qui sont beaucoup développés ces dernières années, ils sont développés sur des sujets comme les sujets liés aux sciences des données, comme l'intelligence artificielle, le cloud computing, comme le deep learning, beaucoup de sujets qui se développent, qui font appel au calcul massif, aux sciences des données. Donc, sur la base de notre parcours étudiant en cybersécurité logicielle, nous avons développé, adapté un parcours plus centré sur les sciences des données, et cette fois-ci en apprentissage. L'objectif de ce parcours est double. À la fois sécuriser les données et leur traitement, c'est-à-dire concevoir une architecture capable de gérer des données, mais de façon sécurisée, là encore, mais également utiliser les sciences des données pour faire de la cybersécurité. Ce sont les deux grands objectifs de ce parcours. Cette fois-ci, les métiers qui vont... cette formation va amener aux métiers qui vont plutôt des experts dans la sécurité des données, dans l'analyse de la menace cyber, des métiers qui vont être proches des data scientists ou des ingénieurs architectes big data. Big data étant le terme que vous allez retrouver le plus souvent sur les offres d'emploi ou dans la presse, je dirais généraliste. C'est un terme un peu galvaudé. Nous, on préfère le terme de science des données, mais le terme que vous retrouverez le plus souvent dans la presse, ça va être big data. Et à terme, même chose, dans 5 ans, hein, l'objectif, c'est que ces ingénieurs seront des chefs de projet big data ou des directeurs de données. Les périmètres d'activité, ça va être la mise en œuvre, l'exploitation de données, du machine learning, du cloud, la sécurité des données. Là aussi, c'est une liste qui est loin d'être complète, et je dirais qu'il y a des domaines qui n'existent pas encore, qui existeront dans 3 ans, dans 5 ans, sur cette base. Là, même chose, s'il faut retenir une chose, c'est que cette formation a pour objectif de former des ingénieurs big data avec une forte compétence en cybersécurité. C'est d'apporter de la cybersécurité dans les sciences des données. Je rends la parole à Fana. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les dernières slides, il y avait un truc qui clignotait en haut à droite pour les deux parcours. C'est marqué SecNumEdu. C'était juste pour vous dire que nos spécialités, de manière générale pour les deux parcours, sont labellisées par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est le gendarme national en termes de sécurité numérique. Et c'est une labellisation qui s'appelle SecNumEdu pour dire que nos formations mènent à des experts en cybersécurité. Donc voilà, c'est-à-dire que nos ingénieurs sont labellisés en quelque sorte par l'ANSSI pour pouvoir travailler dans des entreprises qui, elles, peuvent prétendre à travailler avec des OIV, des organismes d'importance vitale. Alors, l'architecture de nos enseignements. En réalité, donc, on a
d'un côté à gauche le parcours étudiant, le parcours apprenti, mais en réalité l'architecture elle est identique. Lors de la première année chez nous, c'est-à-dire après Bac plus 2, ou pour certains Bac plus 3, mais on revient chez nous à Bac plus 3, il y aura un tronc commun avec comme objectif, c'est mettre en place ce qu'on appelle tout ce qui est sciences de l'ingénieur et les bases de la sécurité. Ce tronc commun, ça nous permet, pour nous, de mettre à niveau l'ensemble des élèves ingénieurs qui nous viennent d'ailleurs de parcours différents. Il y en a qui ont fait des prépas, il y en a qui sont passés par un UT, etc. Donc, et leur coloration n'est pas la même. Il y en a qui ont besoin d'être renforcés dans les maths, il y en a qui ont besoin d'être renforcés dans la partie informatique. Tous ont besoin d'être renforcés en cybersécurité parce que ça n'existe pas en dessous, rarement ça existe. Donc, voilà. À partir de là, dès la 4e année, on va rentrer dans plein dans les métiers. Dans le métier, ça veut dire on va vous renforcer tout ce qui est technique, c'est-à-dire avoir les bases du métier. Et d'ailleurs, après la 2e année, vous allez pouvoir faire un stage, vous devez faire un stage en industrie sur le vrai métier, en tant qu'assistant ingénieur. Et on reparlera, hein, là, pour certains, ils resteront déjà dans l'industrie parce qu'ils ont déjà des compétences pour pouvoir travailler en industrie. La dernière année, c'est la prise de recul, c'est-à-dire l'aspect stratégique et l'aspect maîtrise de la complexité. D'ailleurs, notre dernière année, elle est très colorée recherche pour pouvoir donner la capacité aux ingénieurs de rester ingénieurs tout au long de leur vie, en quelque sorte, ne pas être dépassés par les évolutions technologiques. S'il y a une rupture technologique, vous aurez eu suffisamment de bases théoriques pour pouvoir suivre l'évolution technologique et vous n'allez pas redescendre en tant que technicien tout simplement parce que vous ne pouvez plus travailler sur des aspects innovants récents. Voilà. Donc, d'un côté, ça sera l'ingénierie des systèmes logiciels sécurisés. Hein, quand on parle système, on est au niveau complexité plus grande, et de l'autre, ingénierie cybersécurité des systèmes big data. C'est-à-dire on complexifie les choses. Pareil, on ne va pas regarder un seul flux de données, mais des flux complexes qui viennent de différentes parties avec différents types de données, etc. Nous, on a la chance d'avoir passé notre renouvellement de l'accréditation CTI. CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur, hein, c'est-à-dire si une école n'a pas l'accréditation de la CTI, elle ne peut pas délivrer de titre d'ingénieur. Hein. Il y a des écoles qui parlent d'ingénieur, mais sinon pas CTI, c'est pas un vrai titre d'ingénieur. Donc, on est obligé de passer par cette étape-là. En 2020, on a fait le renouvellement, donc ça fait longtemps qu'on est accrédité, hein, et on a eu cette obligation de présenter nos formations à travers ce qu'on appelle des gros blocs compétences. Donc, si on veut calquer ça, en quelque sorte, sur nos formations, on a des blocs compétences qui sont communs à l'ensemble de l'école, quelles que soient les spécialités, et même l'orientaise. Hein. C'est les blocs qui sont en bas qui visent les compétences que doit avoir tout ingénieur, peu importe sa spécialité. Être capable de collaborer, conduire des projets, manager des équipes, se comporter en professionnel agile et responsable. Tout ça, c'est lié au métier d'un ingénieur. Après, des compétences spécifiques, nous, on a parlé, dans notre formation, surtout en cybersécurité, en informatique, il faut toujours rester collé à l'évolution technologique, et pour rester collé, il faut maîtriser un petit peu les aspects recherche, c'est-à-dire être au contact de la recherche. Donc, on a une compétence pour concilier l'innovation et la recherche. Et après, en bleu, vous avez les compétences directement métiers, qui sont la maîtrise. D'un côté, maîtrise la construction des systèmes et des structures de données, etc., des systèmes de données. Et de l'autre côté, assurer la sécurité pour ce type de système. Voilà les grosses compétences qu'il faudra retenir. Bien sûr, ce sont deux parcours appartenant à une même spécialité. Les enseignements, il y aura beaucoup d'enseignements partagés. Ceux qui feront la cybersécurité et sciences de données en apprentissage, on appelle ça chez nous en petit nom cyberdata. Et ceux qui vont en cybersécurité logicielle, le petit nom chez nous du parcours cyberlog. Ceux qui font cyberdata ont un peu moins de cours puisque en alternance ils sont en entreprise, donc la moitié du temps ils sont en entreprise. Mais n'empêche, il y a une grosse partie qui est partagée. C'est toute la partie en bleu. Et toute la partie en bleu est ce que j'ai mis
en gras dans la partie bleue, c'est tout ce qui va être lié à la cybersécurité. Même les mathématiques seront orientées vers la cybersécurité. Ce sont des mathématiques propres à la cryptographie, etc. C'est-à-dire chiffrement, etc. Vous aurez une matière spécifique dans notre école qui s'appelle l'ingénierie système. C'est pour dire qu'on construisait des systèmes, certes informatiques, mais ce n'est pas pour tourner juste dans une machine toute seule comme ça sur un bureau. En général, c'est lié à un système beaucoup plus grand. Exemple que j'avais donné tout à l'heure quand je parlais de l'atterrissage des Airbus. Votre système, il tourne dans un avion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne en compte toutes les caractéristiques d'aviation. Donc, on ne peut pas réfléchir à notre solution comme ça dans un coin tout seul. Donc, ça s'appelle l'ingénierie système, être capable de prendre en compte la complexité du système dans sa globalité. Donc, dès la première année, vous avez ça avec tout un projet qui dure toute l'année. Et vous aurez les bases de la sécurité. À partir, ça, ce qu'on appelle le semestre 5, et à partir du semestre 6, vous commencez à avoir des renforcements en informatique et la crypto et la cybersécurité. Après, à partir de la 4e année, vous commencez à avoir des éléments assez avancés en sécurité et modélisation et les statistiques nécessaires pour le métier cyberdata, mais aussi pour l'ingénieur en cybersécurité logicielle. Mais vous aurez des cours assez particuliers que vous ne trouverez pas ailleurs d'ailleurs, comme par exemple l'informatique quantique. Ça se fait que chez nous. Parce que nous, on pense qu'il faut préparer les ingénieurs de demain. Et demain, dans un futur, on ne sait pas à quelle date, l'ordinateur quantique qui sera là. Donc, autant se préparer dès maintenant. Nous, on a des enseignants spécialisés dans le domaine qui vont vous préparer je dirais, aux technologies de demain. Donc, à travers, par exemple, l'informatique quantique. Après, vous aurez des différenciations entre ceux qui sont en cybersécurité logicielle, où ils vont faire des choses un peu plus avancées, genre la conception de langage, etc. Et puis ceux qui sont en cyberdata, quelque chose qui leur est un peu plus propre, comme la notion d'apprentissage. Attention, c'est pas l'alternance. L'apprentissage, c'est en anglais, c'est le machine learning. C'est comment construire des machines qui apprennent par des situations vécues pour pouvoir fonctionner en simulant ce qui s'est passé. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Après, voilà. Après, plus on avance, plus il y aura des avancées en termes de sécurité, et puis d'analyse de données pour des uns, construction de systèmes complexes pour les autres, etc. Jusqu'au dernier semestre qui est assez orienté sécurité et surtout orienté recherche. Voilà. Notre objectif, c'est également de faire des ingénieurs qui sont connectés avec le monde réel, avec l'industrie, avec les entreprises, avec les administrations qui vont les employer. Donc pour ça, il y a en 4e année un stage pour le parcours étudiant qui dure 12 semaines, du mois de mai, entre le mois de mai et le mois d'août. Et en 5e année, un stage d'au minimum 20 semaines, entre février et août. Mais bien souvent, en 5e année, les étudiants font un contrat de professionnalisation sur une alternance où ils sont engagés par l'entreprise pendant 1 an, de septembre à septembre. Bien souvent, d'ailleurs, c'est l'entreprise où ils ont fait leur stage en 4e année qui leur propose un contrat de professionnalisation, une alternance dans leur entreprise. Certains étudiants font également un parcours entrepreneur et créent leur entreprise. Les apprentis, eux, c'est encore plus simple puisqu'ils sont dans l'entreprise la moitié du temps pendant 3 ans. Donc, les ingénieurs NCBS sont régulièrement en entreprise et ils connaissent réellement la réalité du besoin du terrain. Pour revenir sur les aspects apprentissage, voici le rythme de l'apprentissage. En jaune, ce sont les phases où les apprentis sont en entreprise ou en administration pour ceux qui font leur alternance dans une administration publique. Ce qui veut dire que sur la première et la 2e année, ou la 3e et 4e année, ils sont dans l'entreprise 32 semaines. Et sur la dernière année, ils sont dans l'entreprise la moitié de l'année. Bien, si on regarde juste parcours étudiant, mais
en partie, c'est aussi valable pour le parcours apprenti. Nous, on a une politique, c'est-à-dire une approche de pédagogie par les projets. En somme, pour pouvoir comprendre des concepts, il faut comprendre déjà les problèmes. Et pour comprendre les problèmes, il faut être confronté aux problèmes. Donc, souvent, les cours commencent déjà par un projet. Et le projet jalonne le cours. Et à ce moment-là, quand vous êtes confronté à un problème, on dit « Ah d'accord, il faut un concept, il y a le cours qui vient. » Et là, vous êtes très attentif et vous comprenez très bien le concept qui se cache derrière le cours. Mais aussi, il y a des projets par semestre. Lors de première année, c'est un projet qui dure toute l'année. L'ingénierie système dont j'avais parlé, parce que c'est quelque chose de prenant. Si je vous donne un exemple d'un sujet sur lequel j'ai suivi les enseignants qui assurent, d'ailleurs, les enseignants qui viennent de l'industrie, ils viennent de Naval Group, ce sont des architectes de Naval Group. Et par exemple, un des projets, c'était de répondre à un appel d'offres qui était réel, qui vient d'Allemagne, pour pouvoir débarrasser un stockage de déchets nucléaires pour le mettre dans quelque chose de sécurisé. Avant, le stockage, c'était dans un puits et puis des galeries en dessous, où au début, c'était bien rangé et vers la fin, c'était déposé un peu n'importe comment. Donc, il y a des problématiques, je dirais, un peu organisationnelles, mais des problématiques, je dirais, qui sont informatiques, c'est-à-dire résoudre les problèmes de comment débarrasser des séquençages de tâches, etc. Donc, vous voyez, donc comment introduire quelque chose de complexe avec une situation réelle et comment le résoudre. Après, à partir, excusez-moi, il y a première 1A, 2A, 3A, ça veut dire tout simplement troisième année d'études qui correspondent pour nous à la première année d'école d'ingénieur et ainsi de suite jusqu'à la 5e année à la fin. Lors de la 2e année, vous aurez 2 projets, un par semestre. Le premier, c'est un projet de construction d'une application sécurisée, une application type Internet, parce que c'est là où on est ouvert au reste du monde et c'est là où on est plus facilement attaqué. Donc, le premier semestre. Deuxième semestre, là tout de suite, comme on vous a dit, hein, on est très lié au monde industriel. C'est des projets proposés par le monde industriel ou la recherche, puisque on est aussi ouvert à la recherche, c'est-à-dire par des laboratoires, et sont des sujets concrets. Et là, ce sont des sujets liés à la cybersécurité. Et les personnes sont regroupées en groupes de projets, hein, de 4, et ils travaillent directement en collaboration avec l'industriel. C'est-à-dire que l'industriel est déjà en contact avec nos élèves ingénieurs, et ça lui permet de savoir s'il y a des personnes avec qui il veut travailler, etc. Dernière année, en réalité, en dernière année, très peu qui restent pour faire ce projet recherche, parce que la majorité écrasante, elle est déjà employée de son entreprise et elle va faire un projet interne à l'entreprise, c'est-à-dire elle travaille déjà avec son entreprise, elle fait le projet pour l'entreprise. Et ceux qui, pour des raisons X ou Y, mais sont très très peu nombreux, n'auraient pas choisi de faire leur dernière année en alternance, c'est-à-dire ne sont pas encore employés de leur entreprise, hein, c'est-à-dire la majorité de nos élèves, dès la fin de leur 2e année, ils sont employés déjà. Eh ben, ils feront un projet recherche cette fois-ci, obligatoirement, hein, proposé par nos équipes. Hein, ici, l'équipe pédagogique, c'est une équipe principalement d'enseignants-chercheurs qui appartiennent à l'ERISA. L'ERISA, c'est le gros laboratoire breton d'informatique et le plus grand laboratoire d'informatique de France d'ailleurs. Il y a des équipes qui sont sur Vannes et qui sont support de cette formation, hein, pour pouvoir faire vivre la formation, pour qu'elle soit toujours au niveau le plus récent, et aussi pour pouvoir, pour que les élèves puissent être confrontés avec la recherche. Donc, c'est un projet typiquement recherche. Donc, comme je le disais, la répartition des intervenants, elle est assez équilibrée. D'un côté, vous allez avoir des experts industriels. Nos partenaires, on n'a pas tout listé ici, hein, mais excusez-moi, il y a une erreur, ce n'est plus DCNS, mais c'est Naval Group. Ce sont des experts, les industriels, ils envoient leur meilleur, parce que pourquoi ils viennent chez nous? C'est pour pouvoir attirer vers eux des élèves ingénieurs, parce que c'est un métier qui est très, très demandé et qui n'a pas assez d'ingénieurs en sortie de formation. Du coup, nous, on reçoit leurs meilleurs éléments qui viennent
pour prodiguer leurs connaissances sur des thèmes souvent technologiques très poussés dans des domaines assez, je dirais, assez pointus. Et de l'autre côté, vous allez avoir des enseignants et des enseignants-chercheurs qui viennent de l'université ou principalement, bien sûr, de notre école et du laboratoire support qui sont soit d'une autre équipe, soit d'une équipe déjà à l'intérieur de notre école d'ingénieurs. Bien, alors, la formation d'ingénieur, c'est une formation aussi pour ouvrir à la culture internationale. Vous n'êtes pas formé pour fonctionner qu'en France. Vous êtes formé pour aller à travers le monde, c'est-à-dire avoir une certaine ouverture culturelle. D'ailleurs, la CTI, la Commission d'études d'ingénieurs, oblige ce passage par l'international pour pouvoir délivrer le titre d'ingénieur. D'ailleurs, à la fin des 3 années, il y a le jury, ce qu'on appelle de passage, c'est-à-dire validation des UE, etc. Mais il y a un autre jury pour le titre d'ingénieur. Ce jury-là, en plus d'avoir tout validé, on va vous demander de valider d'autres éléments exigés par la CTI, comme le séjour à l'étranger, le TOEIC avec un niveau de 785, je crois, et quelque chose qui se fait dès la première année, c'est comment il s'appelle, pour vérifier le niveau de français. Voilà, qui est assez simple en général. Pour l'international, donc, il faut, pour ceux qui sont en statut étudiant, faire 24 semaines minimum à l'étranger. Il y a différentes manières pour faire ça. Hein. Soit aller passer un des semestres de l'école à l'étranger, soit pendant les stages en entreprise, vous allez les faire à l'étranger avec l'entreprise. Hein. Il y a des entreprises qui ont compris le jeu et ils viennent proposer leur stage d'élèves en disant, mais tu sais, hein, chez moi j'ai des filiales à l'étranger et pendant ton stage, tu vas passer une partie de ton stage à l'étranger et du coup, ça lui valide le séjour à l'étranger. Voilà. Et ou passer carrément 1 an à l'étranger avec une des écoles partenaires pour pouvoir faire un double diplôme, avoir notre diplôme, le diplôme de l'université étrangère. Donc, slide suivant. Alors, au niveau international, les partenaires, hein, certains les plus parents, hein, on en a beaucoup au Canada. Après, il y en a une école en Finlande. On a l'Université libre de Bruxelles. Il va y en avoir aussi au Luxembourg, hein, parce que récemment, on a créé un master Erasmus Mundus d'excellence européen, hein, c'est-à-dire qu'on est les porteurs d'un master d'excellence européen en cybersécurité, et on a un partenaire luxembourgeois qui, lui, va pouvoir aussi accepter des étudiants de chez nous. Hein. C'est-à-dire, quand je dis des partenariats, c'est-à-dire vous payez vos frais d'inscription ici, dans notre école, qui est publique, donc rien du tout, et pour pouvoir aller dans des universités où les autres payent très très cher. Donc voilà, ça c'est un avantage aussi. Et il y a aussi Tallinn, pour le Taltech, Tallinn University of Technology, qui est une université qui est pas mal connue en cybersécurité, tout simplement parce qu'à Tallinn, c'est là où se situe la base de l'OTAN de la cybersécurité. L'ouverture à la recherche, comme je l'ai dit, hein, notre formation est assez orientée recherche, surtout la dernière année, mais tout simplement, la dernière année, il y a un semestre d'études, un semestre en stage, pour ceux qui ne sont pas en alternance. Même les alternants, ils feraient le semestre d'études d'abord, et puis ils passeraient en stage dans leur entreprise. Et ce semestre d'études, en réalité, il est commun avec un master recherche régional. C'est-à-dire tout le contenu, ça correspond à une option du master recherche international. Entre ceux qui choisissent de faire ce master master recherche régionale, ceux qui font l'option de faire ce double diplôme, on leur enlèvera 2 cours pour les remplacer par 2 cours qui sont communs avec l'ensemble des autres écoles de la région, comme Centrale Supélec, Rennes 1, l'INSA, l'ENS, etc. Donc, il y a des choses en commun, hein, l'étude biographique, rédaction d'articles, etc. Donc, voilà. Donc, il y a cette possibilité. Bien sûr, ça reste sur sélection, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les personnes qui vont faire ce double diplôme ont les reins assez solides en termes théoriques pour pouvoir faire tout ce qui est demandé pour la partie recherche. L'objectif double, pour pouvoir, quand on fait ça, soit pour aller travailler en entreprise, mais dans les services R&D,
c'est les services qui sont les plus intéressants parce que ça consiste à chercher l'avenir, les outils futurs de l'entreprise, mais il n'y a pas de la pression, ce qu'on appelle la pression des releases, c'est-à-dire les versions qui doivent sortir en termes de logiciels, et donc il y a moins de pression et souvent ils sont mieux payés. Et puis, ou aller directement préparer une thèse de doctorat pour pouvoir aller poursuivre en thèse et avoir un doctorat derrière avec ton doctorat. Possible continuer aussi en entreprise, hein, parce que c'est très valorisant, ou aller faire une carrière de chercheur ou enseignant-chercheur, comme moi-même. Hein. Voilà. Donc, je suis passé aussi par un diplôme d'ingénieur avant d'arriver là. Les possibilités, c'est soit avoir un financement pour faire une thèse, un financement de thèse classique par l'université, ou aussi faire une thèse en alternance, parce qu'on a un dispositif qui s'appelle le CIFRE, où il y a une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Industrie pour pouvoir aider les entreprises à payer la moitié du salaire de l'ingénieur pour pouvoir passer l'autre moitié du temps au niveau du laboratoire et faire la thèse en collaboration entre l'industrie et le laboratoire. Bien sûr, il n'y a pas que les études, il y a aussi une vie des étudiants dans notre école. Il y a le BDE, le bureau des élèves, hein, il y a plein d'activités. Hein, et puis, il y a d'autres associations qui sont très spécifiques à la cybersécurité. Il y a HAC2G2 qui consiste à faire de l'animation en termes de cybersécurité, des conférences, amener des anciens qui parlent de leur métier, etc. Et puis le club CTS, Capture the Flag, c'est des challenges en cybersécurité, où notre école est assez bien connue dans ce domaine, et comment construire des challenges, etc. ViewUp, c'est l'association de junior entreprises qui permet de participer à des projets que des entreprises déposent pour les ingénieurs pour qu'ils gagnent de l'argent de poche en réalisant des petits projets. Voilà. Alors, pour le processus de recrutement, je vais passer la parole à Loïc. Mets ton micro, Loïc, on ne t'entend pas. J'avais coupé mon micro. Oui, j'ai pour entrer à l'NCBS, d'abord les voies d'accès et le calendrier. Je ne vais pas forcément détailler toutes les voies d'accès. Bon, les voies d'accès. Globalement, nous avons 28 places dans chacun des parcours. 28 places dans le parcours étudiant, 28 places dans le parcours apprenti, modulable d'une année sur l'autre. Vous avez à l'écran les différentes voies d'accès. On peut rentrer chez nous en venant d'un DUT, en venant du PEI, qui est la classe préparatoire intégrée de l'NCBS, en passant par les concours grandes écoles, en arrivant par une licence d'université ou un BTS. Une spécificité sur le DUT STID, autant tous les autres voies permettent d'arriver soit dans le parcours cybersécurité logicielle statut étudiant, ou cybersécurité des sciences des données, parcours apprenti. Le DUT STID, qui est beaucoup plus orienté mathématiques et statistiques qu'informatique, ne permet de venir qu'au parcours cyberdata. Pour les deux autres parcours, ils ont accès aux deux voies. De façon plus détaillée, vous avez ici les modalités pour candidater. Donc, en fonction de votre situation, vous pouvez retrouver la case qui vous correspond. Les classes préparatoires, c'est le concours classique. Et après la réussite au concours, vous choisissez vos écoles, dont l'NCBS. Les IUT, les BTS, c'est un recrutement direct par sélection académique, puis entretien. D'une façon générale, notre sélection académique se fonde sur les avis qu'ont donnés vos enseignants, sur les notes en mathématiques et en informatique, pour ceux qui ont l'informatique comme matière,
Et pour le recrutement dans la filière, dans le parcours sciences et données, il est nécessaire, en plus d'avoir réussi la sélection académique et l'entretien de motivation, d'avoir un contrat d'apprentissage. La rentrée dans la filière, dans le parcours apprentissage, ne sera définitive que quand vous aurez signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Le calendrier, notamment pour les apprentis, ça va être donc des dossiers qu'il va falloir déposer avant le 23 mars. Puis l'étude du dossier qui sera finalisée le 1er avril et les entretiens de motivation qui auront lieu le 13, 14 et 15 avril. Donc mi-avril, vous saurez si vous êtes admis. Après, pour donc ces candidats apprentis, vous aurez du mois d'avril jusqu'à la rentrée pour trouver un contrat d'apprentissage. Si possible, avant le mois de juillet quand même. Les étudiants qui ne seront pas passés par les concours aux grandes écoles auront à peu près la même chronologie, c'est-à-dire que les DUT, les licences auront également à déposer un dossier avant le 23 mars, dossier qui sera étudié avant le 1er avril et des entretiens qui auront lieu le 13, 14 et 15 avril en même temps que les apprentis. Donc là, je vous remets les dates. Je ne vais pas revenir en détail sur le PEI, puisque vous pouvez avoir une conférence sur nos classes préparatoires intégrées spécifiques. Juste savoir que les 2 premières années peuvent être faites au niveau de l'NCBS en fonction des baccalauréats que vous avez fait. C'est ce qu'on appelle le concours GEPI Polytech, mais pour ça, je vous incite plutôt à suivre la conférence du PEI. Bien. Pour notre formation, effectivement, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a pas mal de partenariats, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Les entreprises suivent nos étudiants très tôt. Hein, très tôt, ils participent dans nos formations et donc c'est une formation par et pour l'industrie et aussi par et pour la recherche. C'est parce que c'est les débouchés de nos élèves ingénieurs. Donc, et ils sont placés dans de grandes entreprises dans le métier de la cybersécurité, comme vous le voyez. Alors, ce qu'il faut savoir, en termes d'insertion professionnelle, comme je l'ai signalé tout à l'heure, nos élèves, la majorité écrasante, ils sont en réalité recrutés dès la fin de leur 2e année. Puisque je parle de ceux qui sont en statut étudiant. Parce que ceux qui sont en statut apprenti, ils sont recrutés dès l'entrée à notre école, puisqu'ils sont en apprentissage. Et souvent, ils restent avec leur entreprise. Ou si chance, c'est parce qu'eux, ils ont envie de changer. Et les autres, ils sont en statut étudiant, mais dès qu'ils partent lors de leur 4e année en stage, nous, on reçoit la demande en mi-stage. Oui, je veux le recruter, préparez-moi un contrat de professionnalisation. Voilà. Donc, c'est normal qu'on a des taux d'insertion qui sont 100% dès la sortie, puisqu'en réalité, ils sont recrutés avant qu'ils ne sortent. Avec un salaire moyen, mais ça change et ça augmente de ces derniers temps hein, en plus, qu'on peut situer, pas pour ceux qui veulent bien nous répondre, hein, à 35 000, mais voilà, 35 000 annuels, hein, pour vous rassurer quand même. Alors, là, c'est juste pour rappeler les labellisations de nos formations hein, pour la spécialité cybersécurité. C'est marqué logiciel, mais cybersécurité de manière générale hein, pour les 2 parcours. Labellisé donc CTI, hein, avec le RAS, c'est ceux qui sont labellisés CTI depuis longtemps, ils passent au niveau labellisation européenne, hein, nous on l'a, aussi labellisé par l'ANSSI avec le label SecNumEdu qui valide que nous formons réellement des experts en cybersécurité. D'ailleurs, vous pouvez très bien aller sur le site de l'ANSSI et vérifier les formations labellisées SecNumEdu et vous pouvez aller
plus loin en vérifiant quelles sont les compétences et quel niveau de sortie. Vous verrez que les formations de l'NCBS, que ce soit cybersécurité ou cyberdéfense, sont les rares à être labellisés dans leur corps de métier, c'est-à-dire cybersécurité du logiciel ou la cyberdéfense, avec en sortie un niveau 4, c'est-à-dire expert. C'est, je crois, que les seuls qui ont ce niveau-là de sortie. Et c'est normal, parce que la cybersécurité, elle est enseignée sur les 3 années de l'école, donc il y a un approfondissement réel sur la formation et non pas juste une coloration lors de la dernière année.